mean, if you can switch to French too, but you can keep to English. Okay. I guess in your email you spoke a bit about how you got into the magazine. I noticed that there was a letter sent on the film of Philippe Garrel signed by your name. Was that also a text that you wrote? How did that happen? And did you have any kind of academic background before you joined Cahiers du Cinéma? Ah. Oui, en effet, j'avais écrit, je me souvenais même plus, une lettre sur le film de Philippe Garrel, et pour moi, c'était une façon déjà enfin, je voulais écrire. That's really something I wanted to do. I mean, I don't know why, but I really wanted to write in the cahier. So. Et donc, j'ai envoyé cette lettre, et comme pour faire repérer mon nom, en fait, en espérant qu'il le publie et que, voilà. Donc, ça servait à ça, mais sinon, je n'ai pas de background studying cinema, or I studied economics, so it's nothing to, there's no connections. Okay, yeah. Donc, laisse voir, j'ai pris des notes. Oui, j'ai pu regarder vos textes jusqu'à l'année 97, donc je n'ai pas tout lu, mais j'ai des photos de tous les numéros sur mon ordi, donc je scanne, je note ce que les gens écrivent. J'ai bien aimé votre texte sur Yanis Katsianas à ce moment. Je vais juste voir ce que vous avez dit. Oui, dans votre hommage à Yanis Katsianas, vous écrivez « Écrire au cahier, on ne le sait pas au début, on hésiterait peut-être, c'est se soumettre à un processus et à un vieillissement accéléré. Les générations s'y renouvelent si vite et on ne va pas lutter la contre. Qu'il faut peu d'années pour se sentir d'appartenir aux plus vieux. Pouvez-vous me dire un peu plus ce que vous voulez dire par cette citation? En fait, là, j'avais eu l'impression, en effet, en restant au cahier, que en fait, c'était à la fois très prenant intellectuellement, et qu'on évoluait très vite, en fait. En fait, quand j'étais, moi, rentré au cahier, je connaissais un peu le cinéma, mais au fond, pas si bien que ça. Et j'ai beaucoup appris en écrivant. Et donc, c'est comme... il y a une sorte de learning curve qui est très... comme ça, très steep. Et en fait, j'avais l'impression que la majorité des critiques, dont moi, en fait, il nous fallait 2-3 ans pour construire un discours critique. Et puis après, il était comme établi, en fait, et c'était difficile de le renouveler. Donc, en fait, on apprend comme ça beaucoup en très peu de temps. Puis une fois qu'une sorte de façon de faire de la critique s'est cristallisée, est devenue ça devient un peu automatique, un automatisme. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui s'est figé. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'au fond, on vieillit très vite parce que d'abord, on apprend beaucoup en très peu de temps. Et puis après, on rend compte qu'on a un peu de recul sur ce qu'on fait. On se rend compte qu'on a des façons de faire, au fond, qui sont déjà des sortes de codes, d'habitudes, etc. Et donc, une fois qu'on est là-dedans, on est plutôt du côté des critiques adultes, quoi. On n'est plus en formation. Et il y a des gens plus jeunes qui rentrent à ce moment-là et qui, eux, sont en train d'élaborer leur façon de penser au cinéma, en fait.
Euh, oui, ce que je trouve intéressant des années 90, c'est qu'on a vraiment l'impression que tous les rédacteurs ont des goûts assez différents, qu'ils apportent des choses qui sont un peu uniques à eux. Et avec ça, on sent une progression d'un sens de conflit entre les gens, ou au moins cette impression comme un lecteur. Euh, Par exemple, vous écrivez le critique du film Scream, et après Jean-Marc Lalande va écrire pour Scream 2 que c'est nul. Et on a l'impression que tout devient beaucoup moins stable à la revue. Est-ce que c'était un peu le cas? Comme... Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que, en fait, dans les années 50, il y avait une sorte de théorie, ou en tout cas bon, de politique, la fameuse politique des auteurs qui, en fait, homogénéisait un peu tout. C'est tout. Même si les gens n'avaient pas forcément les mêmes goûts, ils avaient une façon d'approcher le cinéma qui était à peu près identique, même si certains pouvaient préférer je sais pas, Hitchcock et d'autres langues. Je pense que dans les années 70 aussi, il y avait cette idée-là. Il y avait comme ça des façons politiques de penser au cinéma. Et je pense que moi, quand j'étais au Cahier, c'est-à-dire essentiellement dans les années 90, oui, il y avait. En fait, on était dans des logiques plus. C'était très représentatif de la société dans laquelle on vivait. C'est des logiques plus individualistes, en fait, où il s'agissait, où il y avait moins une espèce de ligne ou esthétique ou politique, mais il y avait une logique plus individualiste qui consistait à dire qui on était par son goût, par sa façon d'aimer les films, par la perspective qu'on avait sur les films, etc. Il y avait une espèce oui, d'affirmation des subjectivités qui était beaucoup plus forte, qui fait que bah, ça se dispersait en fait plus. Aussi, c'est le moment où on a commencé, c'est le moment du développement aussi des identity. C'est le tout début, mais c'est le développement des identity politics. C'est l'idée qu'il fallait des femmes, qu'il fallait des gens qui revenaient des minorités, etc. Et tout ça, au fond, ça fait que c'était moins important la ligne générale de la revue que les gens qui étaient dedans et leur subjectivité. Donc oui, c'est beaucoup moins stable en fait. Euh, En tout cas, à cette époque-là, c'est beaucoup moins stable. Et peut-être en fait, quand Jean-Marc Lalanne reprend la rédaction en chef, un peu, je ne sais plus quand c'est, mais je crois que c'est 1999 ou 2000 ou quelque chose comme ça. Lui, il a quand même une ligne esthétique qui est un peu une ligne esthétique entre guillemets jeune ou qui veut faire jeune et où en fait il mélange le cinéma avec la vidéo, avec les jeux vidéo, avec les DVD, avec les séries télé, etc. Et donc à ce moment-là, il y a de nouveau, je crois, une ligne en fait, mais c'est plutôt au début des années 2000 en fait, une espèce de ligne, le cinéma et les nouvelles images en fait, où le cinéma comme une façon de regarder la réalité, mais c'est pas mieux que les séries télé ou c'est pas mieux que les jeux vidéo, par exemple. C'est des façons de mettre en scène la réalité, en fait. Ah oui, c'est intéressant ce que vous disiez. Dans plusieurs de vos textes, vous parlez des identity politics. Et je n'avais pas l'impression que c'était une nouvelle terrain pour la revue dans cette période. Donc, oui, je devrais regarder plus dans ça. Oui, je crois que c'est vraiment. Moi, par exemple, on m'a beaucoup reproché. Maintenant, je trouve que c'est trop à la mode, donc je m'y intéresse, ça me fatigue, c'est toutes ces questions. Mais à l'époque, en France, on ne parlait pas du tout de ça. On avait une approche très, très esthétique. En fait, et tout ce qui ressemblait à une approche un petit peu sociologique ou sociologisante ou cultural studies, c'était très, très mal considéré, en fait. Et on considérait que ce que je faisais, il y avait des gens au cahier qui n'aimaient pas du tout parce qu'ils trouvaient que justement, c'était une trahison de la dimension purement esthétique. Et c'est vrai que les cahiers du cinéma se sont fondés sur cette tradition-là.
Et l'idée de la mise en scène, qui est quand même l'idée centrale de la Fondation des Cahiers du cinéma, c'est une idée vraiment très, très esthétique, en fait. Et puis une idée aussi très romantique, parce que c'est l'idée que c'est une seule personne qui est chargée de la mise en scène, en fait. Et il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de société autour des gens qui font le film. Et donc, moi, ce qui m'intéressait dans ces théories à ce moment-là, c'était cette idée qu'au fond, c'est une façon de replonger le cinéma dans la société, en fait. Et je crois, j'ai dû écrire comme ça un jour dans les cahiers ou plusieurs fois, faire référence à cet anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss et dire que pour moi, ce qui était intéressant dans le cinéma, c'est que c'était un fait social total, c'est-à-dire que ce n'était pas juste un fait esthétique. Et Marcel Mauss, il a développé, je crois que c'est dans son livre qui s'appelle Essai sur le don, il a développé ce concept de fait social total, c'est-à-dire une façon, lui, en étudiant le don, et ce que ça veut dire que donner et recevoir, il disait on peut comprendre toute la société. Et mon idée, c'était, quand j'écrivais ces articles, c'était un peu de dire en étudiant le cinéma, bien sûr, on peut comprendre des choses sur le cinéma ou l'esthétique du cinéma, ou la grammaire du cinéma, mais on peut aussi comprendre des choses sur la société, en fait. Et donc, ce n'était pas du tout bien vu. Il y a des gens qui détestaient ça. Et je me souviens quand Charles Tesson est devenu rédacteur en chef, moi j'étais encore critique à ce moment-là, et il a voulu me virer parce qu'il trouvait que j'étais pas assez cahier, en fait. Que j'avais une idée, je ne sais pas, trop américaine. Aussi, par exemple, moi j'aimais beaucoup Stanley Cavell. Et, et la philosophie de Stanley Cavell, etc. Et vraiment, il n'aimait pas ça du tout. Et vraiment, Charles Tesson, il a essayé de me virer parce qu'il voulait que des gens qui étaient plus dans une sorte de ligne cahier traditionnelle. Mais il n'a pas réussi parce que j'ai été protégé par Serge Toubiana. Intéressant, je ne savais pas cette histoire. Pour moi, il y a ce film de Patrice Chéreau, La Reine Margot. Est-ce que vous le connaissez? Et Oui, je l'ai vu. Ouais. Petit clan, toutes ces batailles. C'est un peu l'image de la revue que j'ai de 7 ans, car il y a tous les rédacteurs en chef qui partent et toutes ces divisions, générations et goûts. Oui, c'était tout à fait ça. Parce que aussi, il y a un élément qu'il faut quand même ajouter, qui est très important, je pense, pour comprendre l'histoire de la revue. C'est que pendant très longtemps, la revue, c'était la propriété de la Fondation Gann, c'est-à-dire un gros assureur. Donc, quelqu'un qui avait une entreprise qui avait beaucoup d'argent. Et donc, la revue perdait de l'argent, un peu, mais ce n'était pas très grave, parce qu'en fait, pour eux, ça représentait rien du tout. Et à un moment, au milieu des années 90, justement, ils ont décidé de vendre, de rationaliser leur possession, leur propriété. Et ils ont décidé de vendre les cahiers. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à être compliqué, parce que tous les gens qui ont racheté ensuite, c'est des gens qui n'avaient pas autant d'argent que la Fondation Gann. Et donc, ils ne pouvaient pas se permettre que les cahiers perdent trop d'argent. Et donc, à chaque fois, il y a eu... donc, ça a correspondu à ce moment-là. Ça a correspondu aussi assez vite au développement d'Internet et donc à la baisse des ventes. Voilà. Donc, il y a aussi une dimension économique qui est importante pour comprendre, en fait, je pense, ces années-là. C'est-à-dire, au fond, les conflits, c'était aussi des conflits esthétiques et tout, mais c'était aussi des conflits de choix de lignes économiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers une revue qui pourrait vraiment vendre, qui serait autonome, indépendante, etc. Et dans ce cas-là, on peut être payé. Ou est-ce qu'on fait un choix radical qui est de dire, bah, tant pis, on s'en fout, mais dans ce cas-là, plus personne n'est payé. Et donc, on vire les salariés, etc. Et on refait une revue comme il faisait dans les années 50, c'est-à-dire quasiment bénévolement, en fait. Et donc, c'est aussi, il y a un moment dans cette époque-là, il y a
ce conflit économique. Donc et en même temps un conflit esthétique et tout ça. Donc ça explique, je pense, pourquoi c'est une période aussi mouvementée, en fait. Est-ce que vous avez un autre emploi pendant cette période-là? Et j'avais une question. Comme un rédacteur, est-ce que vous avez eu des stocks dans le cahier ou est-ce que c'était pas un enjeu? Moi, j'avais un autre emploi. Au début, j'étais prof. Et puis après, je suis devenu scénariste, screenwriter, et aussi journaliste. J'écrivais un peu dans d'autres journaux. Oui, j'ai toujours eu un autre emploi parce qu'on ne pouvait pas du tout vivre en écrivant au cahier. Et après, je n'avais pas de stocks parce que ce n'était pas une entreprise anonyme. En fait, juridiquement, en fait, c'était compliqué d'acheter des parts. Il y en avait très peu et donc, moi, j'en ai jamais eu. J'en aurais peut-être acheté une ou deux si j'avais pu, mais en fait, il n'y a jamais eu des parts qui étaient en vente. J'étais juste curieux, je ne savais pas comment ça marchait. Dans le numéro de June 1996, le 503, il y a un grand dossier sur les nouvelles technologies et vous écrivez un article qui s'appelle Paysage pendant la bataille. On voit dans la revue dans cette période aussi the rise of new technologies et il y a des rédacteurs comme Laurent Groff et Pascal Ricciu qui participent à ça aussi. Je me demande juste un peu comment est-ce que cette conversation sur la nouvelle technologie s'est passée à la rédaction? Est-ce qu'il y avait des camps pour et contre ou est-ce que c'était plus on va voir ce qui se passe là? Non, je crois que c'était... il y avait des gens qui aimaient et des gens qui n'aimaient pas. Donc ça, c'est certain. Mais après, il y avait aussi l'évidence que c'était en train de changer les procédures de fabrication des films, de diffusion des films. Et donc, forcément, il fallait s'y intéresser. Même si on n'aimait pas trop, c'était comme s'il n'y avait pas forcément le choix, quoi. Moi, je sais, j'ai jamais été un grand fan des nouvelles technologies parce que j'ai un côté très basinien, André Bazin. C'est-à-dire, j'ai vraiment cette croyance, enfin, oui, cette croyance qu'il y a quelque chose de l'enregistrement de la réalité, en fait, qui est en jeu dans le cinéma. Quand Bazin dit dans son texte là, que le cinéma, c'est comme le voile de Véronique, enfin, c'est comme la chose où c'est inscrit le visage du Christ. Moi, je crois assez à ça, en fait, que le cinéma, enfin, en tout cas, le cinéma qui m'intéresse, il y avait cette dimension-là d'une espèce d'inscription de la réalité. Et je pense que ça, c'était un problème esthétique important dans l'acceptation des nouvelles technologies au cahier. C'est en fait, comme la théorie de Bazin est quand même la fondation idéologique, entre guillemets, ou historique des cahiers, qu'est-ce qu'on fait avec la théorie de Bazin avec l'arrivée des nouvelles technologies, en fait? C'est-à-dire, au fond, ça veut dire qu'il faut abandonner cette idée que le cinéma, c'est une sorte d'impression du réel sur la pellicule, en fait. Puisque, de fait, c'est plus du tout ça. Et voilà. Donc, moi, comme j'étais très basinien, je n'étais pas très favorable aux nouvelles technologies. Mais en même temps, comme tout le monde, je voyais bien que ça changeait tout et que ça modifiait le rapport, voilà, et qu'il fallait donc modifier le rapport au cinéma. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je me suis éloigné du cinéma, c'est qu'au fond, maintenant, je trouve que comme on peut tout faire dans un laboratoire, tout créer, etc., je me dis, mais quel est l'intérêt? Pour moi, c'est plus du tout un signe du réel, quoi. Oui, oui. Quand je perçois les années 90, je les vois un peu par les rédacteurs en chef. Pour moi, il y a Terry Joux, c'est un peu un intégré dans la musique et la jeunesse, c'est un métissage culturel. Tout bien revient
Et j'ai l'impression qu'il veut changer la revue, il apporte de nouveaux rédacteurs. Mais je trouve Antoine Debac intéressant. Pour lui, c'est un peu, il pense que la cinéphilie n'est pas assez grand pour parler du cinéma. On doit parler des auteurs, des autres philosophies. Et avec ça, je crois que vous devient plus central à la revue. Est-ce que c'est un peu le cas? Parce que vous écrivez plusieurs textes sur Jean-Louis Schaeffer et la danse contemporaine. Et je vois ça plus dans la politique d'Antoine Debac. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, bon, il y a aussi, c'est que moi, je suis rentré quand Thierry Jousse était là. Donc, au début, j'étais quand même un peu jeune. À l'époque, quand on commençait au cahier, on faisait tous les films que personne voulait. Toutes les petits, enfin, voilà. Et c'est vrai que l'affinité théorique que j'ai eue avec Antoine, c'était cette idée, parce que lui, il est historien, il vient vraiment aussi d'ailleurs, en fait. Et c'est pas quelqu'un. Thierry Jousse, il vient vraiment du cinéma, même Toubiana, etc. Antoine, il venait d'ailleurs, et il avait une conscience du champ intellectuel, en fait. Aussi Thierry, mais disons, pour lui, c'était important le champ intellectuel. Et Antoine, en plus, c'était un historien des cahiers. Et il avait beaucoup étudié la manière dont les cahiers, dans les années 70, avaient parlé avec Roland Barthes, avec Michel Foucault, avec Gilles Deleuze, avec d'autres gens encore, en fait, comment les cahiers, ou avec Lacan, etc. Donc, comment les cahiers avaient noué leur pensée avec la pensée de l'époque, quoi. Et pour lui, je pense que c'était vraiment important d'essayer de refaire la même chose. C'est-à-dire de regarder quelle était la pensée de l'époque et de voir comment on pouvait tisser des liens, etc. Et donc, c'est à ce moment-là, je crois qu'on est allé voir Jacques Rancière. J'avais fait, je crois, un entretien avec Jacques Rancière, avec Jean-Marc. Il me semble que c'est à ce moment-là, en fait. Et, euh, et oui, en effet, il y avait un moment où, pour Antoine, c'était important ce rapport à l'époque et à la culture générale, globale, et aux autres penseurs. Et comme moi, j'étais aussi très, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais quand même un peu marqué par une sorte de pensée américaine qui faisait du cinéma un objet social plus large que juste des enjeux esthétiques. Là, on s'est retrouvés, en fait, et ça m'a intéressé d'aller voir comment on pouvait, par exemple, la danse, parce que je trouvais qu'en fait, on ne savait pas du tout parler des acteurs, en fait, et que pour moi, la seule personne qui avait réussi à bien parler des acteurs, c'était Luc Moulet, notamment dans le livre qu'il avait fait qui s'appelle Politique des acteurs, que les cahiers avaient publié. Et je trouvais qu'il y avait vraiment là un rapport aux acteurs qui était fort. Et donc, moi, je me suis intéressé à la danse aussi pour me dire, tiens, mais si on va voir ailleurs, on va peut-être en retour pouvoir mieux parler des acteurs, comprendre leur corps et pas simplement qu'on va avoir. Voilà. Donc, c'est vrai, oui. À l'époque d'Antoine, il y a vraiment eu cette envie de revenir à ce qui s'était fait dans les années 70, c'est-à-dire nouer des contacts avec les intellectuels importants de l'époque. Ce que je trouve surprenant de votre parcours, car j'oublie le terme d'Antoine Debac, un cinéma traversé ou quelque chose comme ça, un cinéma hors du cinéma. Et vous écrivez à propos les technologies dans ce dossier que j'ai mentionné. Vous écrivez sur la danse contemporaine, un texte sur Chantal Ackerman et leur installation art. Et je trouve que la période suivante de Tesson Lalanne, ils vont rejeter leur cinéma pour aller autre part aussi. Donc, j'imaginerais vous ferez un peu de lien de ces deux périodes, mais j'ai l'impression que vous ne participez pas trop dans la période Tesson Lalanne. Je me demandais Non. pourquoi ou s'il y avait quelque Alors, chose. il y a deux raisons. Il y a une raison, disons, personnelle. C'est que je commençais à trouver que je répétais toujours la même chose et que j'avais envie que peut-être il fallait que j'aille ailleurs pour continuer à évoluer, mais que là, j'avais eu quelques idées, que je les répétais un peu en boucle, que j'avais du mal
à voir bien les films maintenant parce que j'arrivais trop j'avais trop de présupposés, etc. Voilà. J'étais plus assez vierge. C'était ça aussi ce que je disais sur le fait de vieillir vite au cahier. C'est qu'en fait, à un moment, on a une idée, on a des conceptions. En fait, une fois qu'on les a construites, c'est comme un peu un vieux, c'est difficile de retrouver une innocence du regard, quoi. Donc, il y avait cette idée-là, la première chose. Et la seconde chose, c'est que Tesson Lalanne, effectivement, ils ont voulu emmener le cinéma ailleurs, mais ce n'était pas dans les champs intellectuels. Ce n'était pas dans cet espace-là qui était celui d'Antoine Debac qui m'intéressait plus, en fait. Et c'était quelque chose de plus, je ne sais pas comment dire, en fait, ils étaient plus intéressés par la culture populaire, je crois, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est vrai, moi, j'ai un côté un peu français élitiste, et la culture populaire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, par exemple, j'ai jamais vraiment écrit sur le cinéma américain, très peu. Je crois Scream, c'est un peu une exception, mais sinon, j'ai très peu écrit sur le cinéma américain. Et, et je pense que ce rapport à la culture populaire, chez moi, c'était pas très fort. Et donc, j'étais pas très en synchrone avec ce que eux voulaient faire, quoi. J'étais beaucoup plus proche de, de ce que faisait Antoine, ou à un moment de ce que faisait Thierry Jousse, parce que quand même, Thierry Jousse s'intéressait beaucoup au langage, au texte, etc. Enfin, et à la manière dont le cinéma pouvait être aussi un objet littéraire. Mm. Ça l'intéressait. D'ailleurs, Thierry, si on regarde les gens qu'il a engagés, il y en a beaucoup qui écrivaient très bien, en fait. Je pense effectivement à Colette Mazabrar, je pense à Laurent Giavarini, ou même à Camille Nevers. Et en fait, je pense que chez Thierry, il y avait quand même l'idée que le cinéma, ça peut être aussi un objet littéraire. Donc, je pense que c'est là où nous, on s'est assez bien entendu avec Thierry. Voilà. Après, en plus, je l'aimais vraiment beaucoup et tout. C'était un rédacteur en chef ultra agréable parce que pas dominant, très collectif en fait. Et donc, je me souviens qu'à l'époque de Thierry, tout le monde, tous les rédacteurs, on venait tous au bouclage, c'est-à-dire les 2-3 derniers jours, on passait ensemble le temps à boucler le numéro ensemble et tout ça. Donc, il y avait une espèce de goût du collectif. En fait, d'ailleurs, Thierry l'a écrit sur Casavetes, et c'est pas, je pense que c'est un rapport avec son idée de la revue comme groupe, quoi. Donc, je pense qu'on s'entendait avec Thierry, on avait ce truc sur l'idée que le cinéma, ça peut être aussi un objet littéraire. Il aimait beaucoup Oliveira, les Straub, tout ça, des cinéastes qui ont un rapport à la littérature très fort, ou Montero, Jean César Montero, le portugais. Voilà. Et puis avec Antoine, c'était plus la dimension intellectuelle. Et avec Tesson Lalanne, j'étais moins proche parce qu'il y avait un truc vraiment de cinéma populaire qui était très fort chez eux. Mm. C'était comment les années quand Tubiana retourne en 76? Très compliqué. Je peux raconter les détails, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en fait, d'un point de vue purement, quand il est revenu, en fait, il y a eu une révolte de la rédaction parce que, en fait, on ne trouvait pas normal que ce ne soit pas quelqu'un de notre génération qui prenne le pouvoir et que lui veuille revenir pour reprendre le pouvoir. Et on trouvait que l'histoire des cahiers, ça n'avait jamais été ça, en fait. L'histoire des cahiers, ça avait été des générations qui se passaient le pouvoir les unes après les autres, quoi. Et donc là, c'était la première fois que quelqu'un, mais ça existe dans tous les milieux, voulait pas partir, en fait. Mm-hmm. Il voulait, voilà, vous savez, les gens qui ont le pouvoir et qui veulent le garder, en fait. Et donc, ça a été une crise. Et c'est le début, en fait, le retour de Toubiana, c'est le début d'une crise qui va durer 7-8 ans au cahier, en fait. Mm-hmm. Les gens partent, reviennent, etc. Donc, c'est le début de la crise, vraiment. Et nous, on a essayé de dire qu'on ne voulait pas qu'il soit rédacteur en chef, on voulait que ce soit un jeune qui soit rédacteur en chef, enfin, un plus jeune que Thierry, mais ça n'a pas marché. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est que Serge Toubiana, qui a plein de qualités, hein, mais il avait un truc, c'est qu'il adore le glamour. Il adore les stars et tout ça, les grandes actrices et tout.
Et il va faire ça très bien quand il sera à la Cinémathèque française. Quand il va diriger la Cinémathèque française, il va relancer la Cinémathèque française grâce à ça, en fait. Mais nous, au Cahier, on n'aimait pas ça du tout. Ce côté star et tout. Donc, ce côté glamour, ça a énervé beaucoup de gens aussi. Intéressant. Oui, une tristesse que j'ai de son retour, c'est qu'il y a beaucoup de bons rédacteurs du période Terry Jus qui vont partir et c'est pas vraiment expliqué pourquoi dans la revue. J'aime bien Camille Taboulé, Vincent Vatrican. Il y a des rédacteurs que j'aimais lire dans ces numéros et on voit qu'ils partent et il y a une nouvelle génération de rédacteurs et je sens qu'ils n'ont pas vraiment une relation affective avec celui qui leur a embauché. Au moins, cette impression, je sens en le lisant. Non, c'est tout à fait vrai. Ouais, il y avait un truc. Quand il est arrivé, c'est-à-dire que quand il a pris le pouvoir, repris le pouvoir, en plus, il faut dire qu'il il disait beaucoup, au fond, qu'il était légitime parce que ça avait été le grand ami de Serge Danet. Et qu'il avait fait, parce que Serge Danet, il est mort en 92, et qu'il avait fait cet entretien avec Serge Danet, etc. Et donc, il s'appuyait là-dessus pour dire qu'il était légitime. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'ont pas tellement apprécié son retour et qui sont partis, en fait. Et lui a engagé des gens comme ça qu'il ne connaissait pas, mais parce qu'il avait l'impression que ça pouvait être bien. Et voilà, donc, mais même quand, par exemple, il a proposé à Laurent Roth d'être rédacteur en chef, alors qu'il n'avait jamais vraiment écrit au Cahier, Laurent Roth. Enfin, c'était vraiment un tout nouveau. Et puis après, 4 mois après, Serge Toubiana, il disait ah, je me suis trompé, j'aurais jamais dû lui proposer, etc. Donc c'était quelqu'un qui un peu, voilà. Oui. Est-ce que vous avez jamais eu le désir de devenir le rédacteur en chef? Non, jamais. En fait, c'est pas vrai. Si je suis honnête, en fait, quand Serge Toubiana est revenu, nous, on avait proposé un contre-projet où il y aurait eu un triumvirat, c'est-à-dire 3 rédacteurs en chef ensemble, un groupe. Ça n'aurait jamais marché parce que les triumvirats, on a vu dans l'histoire romaine et tout ça, ça ne marche jamais. Mais l'idée, c'est quand même, j'étais dans ce triumvirat, c'est-à-dire l'idée qu'on serait 3 à être rédacteurs en chef, en fait. C'était qui Et voilà, donc à ce moment-là, oui, et puis après, j'ai abandonné. Mais à ce moment-là, j'aurais pu l'être, ouais. C'était qui les 2 autres? Il y avait Camille Nevers et je ne sais plus qui est le 3e, j'ai oublié. J'aime bien votre écriture et vous citez dans notre email le texte sur Antigone par Laurence Giavarini. Et c'est quelque chose au Cahier que vous disiez, oh, ce film-là n'est pas littéraire, c'est actuellement érotique. Et ce texte sur Antigone le fait grand bien. Votre critique sur le film Crash de Cronenberg le fait aussi. C'est pas un film dur, c'est un film sweet. Sur une manière de regarder through, to look across something pour voir son vérité, trouver son secret. C'est pour moi un peu l'écriture Cahier. C'est de voir le film mieux que le cinéaste lui-même pourrait le faire ou quelque chose comme ça. Ouais, alors, ça, moi, je ne peux pas voir vraiment. Je ne sais pas si c'est mieux que le cinéaste pouvait le faire, mais disons. Ça, je sais pas parce que j'ai pas forcément le recul. Vous voyez mieux que moi, en fait. Il y a un truc là-dessus, je vois pas trop. Ouais. OK. Vous êtes un rédacteur plus littéraire. Je viens de lire votre critique du film de Raoul Ruiz sur Marcel Proust. C'est quoi le titre? En recherchant le temps perdu. Vous savez le film? Oui, je vois la recherche, le film qu'il a fait sur la recherche du temps perdu. Ouais. Oui.
Comme lecteur, je lis ce texte et je me dis le rédacteur est un grand connaisseur de Proust, car vous parlez du sens de l'adaptation du livre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous étiez un grand lecteur de Proust? Oui, oui, moi j'étais, sans doute, oui, j'étais le plus. Je pense que c'est pour ça qu'il m'avait demandé d'écrire cette critique, en fait. Mm. Mais c'est vrai, j'étais, à mon époque, quand j'étais au cahier, j'étais le plus littéraire, ouais. J'étais celui qui était. Et d'ailleurs, j'ai écrit beaucoup sur des cinéastes très littéraires. J'ai écrit sur Oliveira, sur Les Straub. Notamment, j'avais eu du mal d'ailleurs, parce que c'était dur, un texte sur Jean-Daniel Paulet, un film qui s'appelle Dieu sait quoi, qui est un film à partir de la poésie de Francis Ponge. Et voilà, donc oui, j'étais le rédacteur, je pense que c'était quand même le rédacteur qui était le plus littéraire de tous de cette époque. Oui. Et je connaissais, oui, j'avais lu Proust, je connaissais assez bien, en fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de faire. Après, moi, j'ai pas relu cette critique, je sais pas. Peut-être que je parle trop de Proust et pas assez du film, hein, mais je me souviens plus. Non, non, c'était bon. Oui, quand j'ai rencontré Olivier Joyard, il me disait que c'était votre critique de Crash de Cronenberg qui lui servait un peu comme un modèle de l'écriture d'un critique cahier. Donc, j'étais content d'apprendre que vous avez ce critique d'Antigone ou Colette Mazapra. Chaque rédacteur arrive avec un modèle de quelqu'un qui les précède. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, je pense que c'est vrai. On a une espèce d'idée de ce qu'on voudrait faire, en fait. Ouais. Quand je pense à votre temps presque du fan, là, vous écrivez un texte, je crois, qui s'appelle So Sad, un peu contre la nouvelle génération, je pense. Syndrome adolescent, quelque chose. Durable, ouais. Durable, oui. C'est un peu, j'ai un peu l'impression, je me souviens dans l'histoire d'Antoine Debac, il parle du rédacteur Pierre Casse, qui n'aime pas les Hitchcock Hawksiens. Donc, j'imagine un peu cette personnalité-là. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qu'on disait, en fait, je me sentais vraiment pas proche de cette dimension très populaire, en fait, parce que aussi, c'est pas forcément parce que c'est vrai que je suis plus littéraire et tout, donc je suis moins sensible à la culture populaire comme ça. Mais c'est aussi que j'aimais pas la façon dont il regardait ça, que je trouvais c'était une position adolescente, un peu une position de fan, etc. Un peu, que c'était une façon de ne pas vieillir, en fait. Il le regardait comme si aimer ça, pour eux, c'était le moyen de ne pas vieillir, en fait. Et donc, ils pouvaient continuer à aimer ce qu'on aime quand on est adolescent. Et je ne trouvais pas qu'ils le regardaient, ces choses, comme quelque chose qu'ils avaient un discours vraiment intéressant sur ces choses. En fait, je trouvais qu'ils avaient une position plutôt un peu existentielle qui consistait à dire ah, si on pouvait rester adolescent. Et voilà, mais pas tiens, pourquoi ça se développe, etc. Donc, ouais, j'avais assez envie de les attaquer. Donc, je les ai attaqués, mais ça leur a pas tellement plu. D'accord. J'ai pas trop d'autres questions. J'allais vous demander comment est-ce que vous partez de la revue et qu'est-ce que vous faites après votre temps au cahier? Peut-être comme dernière question. Et ben en fait, après, je suis vraiment. Je me suis mis à écrire pas mal de films. Donc, je suis devenu scénariste et puis j'ai aussi rencontré des chorégraphes parce que je m'intéressais à la danse. Donc, j'ai aussi travaillé avec des chorégraphes et puis j'ai moi-même écrit et publié des livres, en fait. Parce qu'en fait, je publie de la poésie beaucoup. Et puis aussi quelques livres sur le cinéma, mais surtout de la poésie. Et donc, voilà. Donc, je me suis mis à faire des choses, en fait, et pas seulement à parler des choses des autres. OK, super. Merci beaucoup pour votre temps. J'ai bien aimé notre conversation. Bon, bah, tant mieux. J'espère que vous avez appris des choses, quoi.
Oui. Je vous email mon texte quand je le finis. Ok, merci beaucoup. OK, mon plaisir. Bye. Au revoir, bonne journée. Au revoir.